Le jour où tout s'est effondré pour Élodie commença comme n'importe quel autre, avec cette lumière grise et impitoyable qui coulait entre les immeubles du centre-ville. Elle marchait vers le siège de l'entreprise avec son café encore brûlant dans la main, sans imaginer une seule seconde que dans moins d'une heure, sa vie basculerait brutalement. Rien, ni le vent froid qui la giflait, ni les regards pressés des passants ne la préparaient à la sentence qui l'attendait au dernier étage. Elle poussa les portes vitrées et monta les escaliers en verre, son reflet se déformant à mesure qu'elle approchait du bureau de son directeur. Marc Lenoir, un homme qui n'avait jamais levé la voix, mais dont la froideur suffisait à détruire n'importe quelle carrière en quelques secondes. Quand elle frappa et entra, il ne leva même pas les yeux. Il se contenta de signer un papier, de le glisser dans une chemise beige et de dire ces mots d'une simplicité glaçante. « Asseyez-vous, Élodie. Nous devons parler. » En moins de 3 minutes, il lui annonça qu'elle était licenciée, juste comme ça. Une restructuration, un budget réduit, une décision inévitable. Il n'avait même pas pris la peine de jouer la comédie de la compassion. Il n'avait pas remarqué ses mains trembler, ni les larmes qui menaçaient de briller dans ses yeux. Il avait prononcé sa sentence comme on annule un rendez-vous. Elle ressortit du bureau, comme une ombre. Son badge désactivé, sa vie professionnelle effacée en un clic. Elle traversa le hall sans vraiment voir où elle allait, le souffle court, l'âme broyée entre humiliation et stupeur. Elle marcha sans but dans la ville jusqu'à ce que ses jambes refusent de continuer. Son café était froid, sa carrière ruinée, et son avenir semblait soudain plus étroit que la fissure d'un trottoir. C'est là que son chemin croisa celui d'un homme que personne ne regardait jamais. Assis contre un mur, enveloppé dans une couverture élimée, un sans-abri leva les yeux vers elle, au moment où elle passait. Elle ne lui adressa d'abord qu'un regard très bref, celui que les gens donnent lorsqu'ils essaient d'être polis, mais qu'ils sont trop brisés pour offrir un sourire. Mais lui, sans comprendre pourquoi, sentit qu'elle était au bord de l'effondrement. Il se redressa légèrement et dit, d'une voix fatiguée mais étonnamment douce, « Vous avez l'air perdu. Vous voulez vous asseoir un moment ?» Élodie hésita. Une femme qui venait de tout perdre face à un homme qui n'avait rien. Et pourtant, bizarrement, c'était peut-être la seule personne qui voyait vraiment sa douleur. Elle s'assit à côté de lui, sur le trottoir froid. Elle ne parla pas. Pas encore. Le silence était lourd, mais pas inconfortable. L'homme sortit de sa poche un morceau de chocolat qu'il avait gardé. Il le lui tendit. Un geste minuscule, presque absurde, et pourtant d'une humanité bouleversante. Elle sentit sa gorge se nouer. Elle voulait refuser, mais ses doigts tremblaient. Alors, il ajouta, « J'en ai 2. Celui-ci est pour les jours où quelqu'un en a plus besoin que moi. » C'est ce moment si simple qui fissura l'épaisseur de sa douleur. Un parfait inconnu que le monde ignorait lui offrait plus de compassion que l'homme qui avait dirigé son avenir pendant 5 ans. Elle respira plus lentement. Elle sentit la honte, la colère, et une étrange lueur de lucidité se mélanger dans sa poitrine. Cette rencontre n'avait rien d'un hasard. Elle lui raconta finalement ce qui venait d'arriver. Pas tout, juste l'essentiel. Son humiliation, sa colère, sa peur. Le sans-abri l'écouta sans l'interrompre, sans jugement, avec cette attention qu'on ne trouve que chez ceux qui ont tout perdu et qui reconnaissent la douleur des autres comme un miroir. Quand elle termina, il dit simplement « On vous a enlevé une porte, peut-être que c'est pour vous obliger à en ouvrir une autre, une plus grande. » Élodie ne sut pas pourquoi ces mots la frappèrent aussi fort. Peut-être parce qu'ils venaient de quelqu'un qui n'avait plus rien, et que malgré cela, il parlait comme s'il croyait encore aux chemins invisibles de la vie. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait absolument pas imaginer, c'est que ce geste, ce chocolat partagé, cette phrase échappée entre 2 respirations, allait déclencher en elle un mouvement qui changerait tout. Une transformation qui la conduirait, quelques semaines plus tard, non seulement à se relever, mais à racheter l'entreprise qui l'avait détruite. Et aux spectateurs qui écoutent cette histoire, cette première étape, qu'ils se sentent libres de réagir comme ils veulent,
Parfois, partager une émotion dans un commentaire aide d'autres à se sentir moins seuls. Parfois, liker une histoire, c'est juste reconnaître que la vie est plus étrange, plus cruelle, mais aussi plus pleine de retournements qu'on ne le croit. Le lendemain matin, la ville semblait étrangement silencieuse, comme si elle savait que quelque chose avait basculé. Camille sortit de chez elle avant l'aube, incapable de dormir, le cœur battant encore au rythme du choc de la veille. Elle marchait vite, presque en fuite, mais ne savait pas exactement de quoi. Peut-être de la vérité, peut-être d'elle-même. À chaque pas, une pensée revenait la hanter. Pourquoi lui offrir un emploi? Pourquoi lui, après tout ce qu'il lui avait fait? Rien n'avait de sens, sauf ce détail qu'elle n'avait pas voulu regarder de trop près. Ce regard qu'il avait eu juste avant de la licencier. Pas le regard d'un patron sûr de lui, non. Le regard de quelqu'un qui cachait quelque chose de lourd, de dangereux peut-être. En traversant la rue, Camille sentit une présence la suivre. Une silhouette derrière elle ralentissait lorsqu'elle ralentissait, accélérait lorsqu'elle accélérait. Un frisson glacé lui traversa la nuque. Elle se retourna brusquement. Personne. Juste la brume matinale, opaque, presque vivante. Quand elle arriva devant son petit appartement, une enveloppe blanche l'attendait collée à la porte. Aucune adresse, aucun nom. Juste 3 mots écrits à la main, au feutre noir, d'une écriture nerveuse. « Tu ne sais rien ». Son cœur s'arrêta presque. Elle regarda autour d'elle, cherchant un visage, une explication, un indice. Rien. Le monde entier semblait retenir son souffle. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une simple photo, floue, prise de nuit. Mais on distinguait clairement 2 personnes, Camille et lui, ensemble, devant un lieu qu'elle ne reconnaissait pas. Un lieu qui n'existait dans aucune de ses mémoires. Un souffle court lui échappa. Elle n'y comprenait rien. Elle n'avait jamais été là. Et pourtant, la photo disait le contraire. Ce fut à ce moment précis qu'elle comprit. Ce qui l'attendait dépassait largement une simple histoire de licenciement et de revanche. Quelqu'un jouait avec sa vie. Quelqu'un qui savait des choses qu'elle ignorait sur elle-même et sur lui. Et ce n'était que le début. Camille resta figée quelques secondes, la photo tremblant entre ses doigts. Une sueur froide glissa le long de sa colonne, comme si l'image elle-même respirait contre elle. Elle recula jusqu'à heurter la porte de son appartement, incapable de quitter cette scène floue des yeux. Comment pouvait-elle y apparaître? Et surtout, pourquoi souriait-elle sur la photo, comme si elle connaissait parfaitement l'homme à ses côtés? Une impulsion la traversa, elle déchira la photo en 2. Mais au moment où les morceaux tombèrent au sol, quelque chose l'arrêta net. Derrière l'image, soigneusement collé, se trouvait un second papier, un ticket de caisse, d'une boutique située à l'autre bout de la ville, daté de la veille au soir, à une heure où elle était chez elle seule, en train de ruminer sa colère. Elle sentit sa gorge se serrer. Elle n'était pas folle, elle le savait. Alors qui essayait de la faire passer pour ce qu'elle n'était pas? Sans réfléchir, elle attrapa son manteau et sortit précipitamment. Le froid mordant du matin la gifla, mais ça ne fit qu'alimenter son adrénaline. Elle devait comprendre, elle devait voir cet endroit, vérifier, se prouver qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. La boutique se trouvait dans un quartier industriel presque désert, un endroit où l'on ne se rend que pour 2 raisons, travailler ou cacher quelque chose. La devanture était sombre, aucune enseigne, juste un numéro peint à moitié effacé. Camille poussa la porte. Une clochette résonna, trop aiguë, trop intrusive. À l'intérieur, un homme d'une 50aine d'années la fixa comme s'il l'attendait. « Vous êtes revenu vite », dit-il calmement. Camille sentit son estomac se retourner. « Je ne suis jamais venu ici. » L'homme plissa les yeux puis sourit, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. « Vous étiez ici hier, avec lui. » Elle recula, heurtant un rayon métallique. « Non, c'est impossible. » L'homme pencha la tête, presque amusé. « Vous savez, vous pouvez mentir à tout le monde, mais pas à moi. » Il attrapa quelque chose sous le comptoir.
Camille sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Mais l'homme ne sortit ni arme, ni menace, juste un petit sac en papier. « Vous avez oublié ça !» Camille s'en empara malgré elle, puis recula jusqu'à la porte, sans oser tourner le dos. Lorsqu'elle retrouva enfin l'air froid de l'extérieur, ses mains tremblaient. Elle ouvrit le sac. À l'intérieur, un objet banal, mais qui la frappa comme un coup de tonnerre, un porte-clés, le sien. Comment aurait-il pu l'avoir? Une seule idée terrifiante s'imposa alors. Quelqu'un utilisait son identité. Ou pire, quelqu'un voulait la remplacer. Et celui qui l'avait licenciée, celui qu'elle pensait avoir humilié en rachetant son entreprise, semblait au centre de tout. Camille rentra chez elle en marchant vite, si vite qu'elle ne sentait presque plus ses jambes. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel. Son monde, déjà fissuré par son licenciement, venait de s'effondrer pour de bon. L'air glacé frappait son visage, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui se déchaînait dans sa tête. Porte-clés, son porte-clés, avait-il pu se retrouver dans cette boutique étrangement silencieuse, gardée par un homme qui prétendait l'avoir vue la veille? Lorsqu'elle poussa la porte de son appartement, elle se figea immédiatement. Quelque chose n'allait pas. L'air semblait différent, trop tiède, trop déplacé, comme si quelqu'un avait été là, juste avant qu'elle n'entre. Elle avança avec prudence, passant la main sur le mur jusqu'à atteindre l'interrupteur, dévoilant un salon parfaitement en ordre, trop en ordre, chaque coussin parfaitement aligné, les rideaux tirés de la même manière qu'un showroom. Rien ne semblait touché, et pourtant tout semblait déplacé. Elle s'approcha de la table basse. Un frisson remonta le long de sa nuque. Un verre d'eau y était posé, à moitié plein. Camille ne buvait jamais d'eau en verre. Elle utilisait toujours une gourde. Toujours. Elle recula d'un pas, son souffle devenant plus court, l'agrippant par la gorge. Elle regarda autour d'elle, cherchant un signe, une explication, n'importe quoi. C'est alors qu'elle vit quelque chose sous la porte d'entrée. Un rectangle blanc. Une enveloppe. Elle s'en approcha à pas lents, le cœur battant si fort qu'elle en avait presque la nausée. Son prénom était écrit dessus. Pas seulement écrit, tracé avec son propre style d'écriture. Une imitation presque parfaite. Elle ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Une seule phrase écrite au feutre noir, en lettres droites, nettes, sans aucune hésitation. « Tu n'aurais jamais dû revenir hier ». Elle sentit ses jambes se dérober. Elle devait comprendre ce qui se passait. Et surtout, elle devait comprendre ce que signifiait « revenir ». Elle prit son téléphone, tenta de joindre son ancienne collègue, Élise, la seule qui savait qu'elle avait été virée avec brutalité. Pas de réponse. Elle réessaya. Encore. Rien. En boucle, comme si quelqu'un l'avait volontairement coupé du monde. Puis, soudain, un message apparut sur son écran. Numéro inconnu. Une photo. Elle faillit laisser tomber le téléphone. La photo montrait le verre d'eau sur sa table basse, exactement à l'endroit où elle l'avait trouvé, sauf que la photo était horodatée, il y a 5 minutes. Quelqu'un était encore dans l'immeuble, peut-être dans l'appartement, peut-être juste derrière une porte, en train de l'observer. Les clés, son sac, et sortit de l'appartement comme si l'air y devenait toxique. Elle descendit les escaliers 4 à 4, persuadée que chaque étage allait révéler une silhouette tapie dans l'ombre. Lorsqu'elle atteignit la rue, elle sentit enfin ses poumons se libérer d'un poids invisible. Mais elle n'était pas seule. De l'autre côté de la route, un homme à la barbe grise la fixait. Le sans-abri, le même qui l'avait aidée le jour où on l'avait humiliée et mise dehors. Il leva une main tremblante et fit signe. Pas un salut, un avertissement. Camille s'approcha, le cœur battant, mais l'homme secoua la tête, les yeux pleins d'une peur qu'elle ne lui avait jamais vue. « Tu dois faire attention », murmura-t-il en évitant de croiser son regard. « Ils t'ont déjà suivi une fois, ils recommenceront. »« Qui ça? Qui me suit ?» demanda Camille, la voix brisée. Le vieil homme leva enfin les yeux vers elle. « Ceux qui pensent que tu n'étais pas censé survivre à ton licenciement. »
Le vieil homme fixait Camille, avec une intensité presque douloureuse, comme s'il cherchait à lui faire comprendre quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore saisir. Les bruits de la ville semblaient s'estomper autour d'eux, avalés par la gravité de ses mots. Il pensait que tu n'étais pas censé survivre. Cette phrase tournait dans son esprit avec une vitesse vertigineuse. Camille sentit le froid s'insinuer dans sa peau comme une lame. Elle observa l'homme, cherchant une explication, un détail, une faille. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Qui sont-ils » demanda-t-elle, la voix tremblant malgré elle. L'homme se rapprocha légèrement, mais il jetait continuellement des coups d'œil autour de lui, comme s'il craignait d'être observé. Ses vêtements étaient usés, son visage creusé, mais dans son regard brûlait une lucidité aiguë, presque alarmante. « Si je parle trop ici, il pourrait nous entendre, » murmura-t-il. « Tout ce que je peux dire, c'est que ton licenciement, ce n'était pas seulement une décision injuste, c'était une opération. Une opération. » Le mot tomba dans l'air comme un fragment de verre. Camille sentit une vague de frissons courir le long de son dos. « Une opération ? De quoi tu parles ?» Le vieil homme inspira profondément, puis fit un signe de la tête vers une ruelle adjacente, sombre, presque déserte. « Suis-moi. Si tu veux savoir la vérité, tu dois sortir de la lumière. » Camille hésita. Son instinct lui hurlait de ne jamais suivre un inconnu dans une ruelle sombre. Mais son instinct lui avait aussi dit que son appartement n'était plus un endroit sûr, que quelqu'un était entré, qu'un danger invisible l'enveloppait déjà. Et cet homme, pour une raison inexplicable, elle sentait qu'il ne lui voulait pas de mal, qu'il savait quelque chose que personne d'autre n'oserait lui dire. Elle le suivit. La ruelle était étroite, éclairée par une seule ampoule vacillante au-dessus d'une porte métallique rouillée. Des pas résonnaient au loin, peut-être un chat, peut-être autre chose. L'homme se tourna vers elle. « On n'aura pas beaucoup de temps, » dit-il. « Écoute-moi attentivement. Ton ancien patron, il n'a pas seulement perdu le contrôle de l'entreprise, il a perdu quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'il essaie de récupérer. Et toi, que tu le veuilles ou non, tu es au centre de ça. » Camille secoua la tête incrédule. « Je ne suis qu'une employée. Je ne comprends pas. »« Justement, » répondit le vieil homme avec un sourire triste, « c'est ce que tout le monde devait croire. Mais tu as vu quelque chose, ou entendu quelque chose. Tu ne te souviens peut-être pas quand ni comment, mais il pense que tu sais. » Le monde sembla soudain trop petit, trop étroit, trop dangereux. « C'est pour ça qu'ils sont entrés chez moi ?» demanda-t-elle. « Pour me surveiller ? Pour vérifier si tu avais parlé à quelqu'un, oui, et pour t'avertir. » Camille sentit son cœur se serrer. « Avertir de quoi ?» Le vieil homme la regarda longtemps avant de répondre, une réponse qui allait tout changer. « De ce qui arrive à ceux qui en savent trop. » Un bruit retentit au bout de la ruelle, une ombre. Un mouvement brusque. L'homme attrapa le bras de Camille. « On doit partir maintenant. » Ils se mirent à courir. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour dans la nuit. Derrière eux, des silhouettes avançaient, implacables, silencieuses. Camille ne savait plus où elle allait, ni ce qu'elle fuyait exactement, mais une chose était claire. Elle n'était plus seulement une femme licenciée. Elle était devenue la pièce clé d'un jeu dont elle ignorait encore toutes les règles. Et maintenant, les joueurs venaient de se réveiller. Ils couraient à travers la ruelle, comme deux ombres traquées, le souffle court, les pas saccadés, le cœur battant si fort qu'ils semblaient entendre leur propre sang résonner contre leurs tempes. Le vieil homme serrait le bras de Camille avec une urgence silencieuse, comme si lâcher prise signifiait la perdre pour toujours. Derrière eux, les silhouettes sombres avançaient, déterminées, implacables, parfaitement synchronisées. Pas un mot, pas un cri. Juste cette marche mécanique qui donnait à la scène un parfum de cauchemar éveillé. Au bout de la ruelle, le vieil homme tira brusquement Camille vers une porte latérale entrebâillée. Il la poussa à l'intérieur, referma la porte et tourna plusieurs verrous avec des gestes rapides.
La pièce était petite, éclairée seulement par une lampe halogène posée sur des caisses en bois. Une odeur de poussière et de métal envahissait l'air. Camille reprit son souffle, ses mains tremblant légèrement. L'homme posa une main sur sa poitrine pour se calmer, puis se tourna vers elle. « Ils n'auraient pas dû nous trouver si vite, » murmura-t-il. « Quelqu'un les a prévenus. Ils savaient déjà où tu étais. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Comment peuvent-ils savoir tout ça? Je ne suis qu'une ex-employée sans importance. Je ne suis pas une menace pour eux. » Le vieil homme secoua doucement la tête. « C'est ce que toi tu crois, ce qu'eux croyaient aussi, jusqu'au jour où tu as vu ce que tu n'aurais jamais dû voir. » Camille fronça les sourcils. Son esprit fouillait, cherchait, tentait de retrouver un fragment manquant, une image, une scène, un souvenir, mais rien ne venait. Tout semblait flou, comme si son cerveau avait enfermé quelque chose derrière une porte qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. « Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je suis censé savoir ?» demanda-t-elle. L'homme prit une grande inspiration. On aurait dit qu'il choisissait chaque mot comme s'il manipulait des fragments de verre prêts à se briser. « Avant ton licenciement, il y a eu une réunion dans un bureau auquel tu n'aurais jamais dû avoir accès. La porte était entr'ouverte. Tu cherchais le directeur, tu as entendu un nom, un seul, un nom capable de faire tomber des carrières, voire des vies. Tu ne t'en souviens pas encore, mais ton ancien patron, lui, sait que tu étais là. » Camille recula d'un pas. « Mais quel nom ? » ?»« Je ne peux pas le dire ici, » répondit-il en regardant autour de lui. « Pas tant qu'ils sont proches, mais crois-moi, ce nom vaut plus que ton ancien poste, plus que ton ancienne entreprise, plus que la sécurité de ta propre vie. » Camille sentit la peur se mêler à une colère sourde. Si j'ai vraiment entendu quelque chose d'important, pourquoi m'ont-ils simplement licencié? Pourquoi ne pas m'avoir arrêté, menacé? Pire. Le vieil homme se rapprocha d'elle, son regard se faisant plus grave. Parce qu'ils ne savaient pas si tu avais compris. Ils espéraient que te renvoyer suffirait à t'éloigner. Une mesure douce, comme ils disent. Mais quand tu as commencé à poser des questions, quand tu es revenu là-bas sans t'en rendre compte, Camille écarquilla les yeux. « Revenir où? Je n'y suis jamais retourné !» Un silence glacé remplit la pièce. Le vieil homme la fixa longuement. « Camille, tu es retourné dans l'immeuble, hier soir, juste avant qu'ils n'y aillent eux-mêmes. Tu ne t'en souviens vraiment pas ?» Elle secoua la tête. Un vertige la frappa soudain, comme si deux mondes se superposaient sans s'aligner. « Pourquoi j'y serais retourné? Pour la même raison qu'ils t'ont suivi. Tu cherches quelque chose que tu as oublié. Et eux veulent savoir si tu l'as retrouvé. » Un nouveau bruit résonna dans la ruelle. Le vieil homme s'approcha de la porte, écouta, puis recula. « Ils sont encore là, et ils ne partiront pas sans toi. » Il se tourna vers Camille, sa voix grave, urgente, presque désespérée. « Tu dois te souvenir, Camille, avant que ce soit trop tard. » Camille resta immobile quelques secondes, comme si le monde venait de se fissurer sous ses pieds. Le vieil homme l'observait avec une insistance lourde, presque douloureuse, attendant un signe, un mot, une étincelle de souvenir. Mais rien ne venait. Juste ce vide oppressant qui pulsait à l'intérieur de sa tête, comme un secret enfoui sous des couches de brouillard. Elle prit une grande inspiration, puis une autre, essayant de calmer les battements incontrôlables de son cœur. La pièce semblait se resserrer autour d'elle, les murs inclinés comme s'ils tentaient de l'enfermer dans une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. « Si je suis vraiment retourné là-bas hier soir, pourquoi je ne m'en souviens pas ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» Le vieil homme hésita, ses doigts tremblants cherchant le bord d'une caisse derrière lui, comme s'il avait besoin d'un ancrage pour ne pas sombrer dans ses propres pensées. Ses yeux se posèrent sur elle avec une compassion déchirante. « Ce n'est pas eux, c'est toi, Camille. Ton esprit a choisi d'oublier, par instinct, par survie. » Elle secoua la tête violemment. « Je n'ai rien oublié, je n'ai jamais eu de trou de mémoire. Pas avant. Mais cette fois, tu as vu quelque chose que ton cerveau n'a pas pu supporter. » Elle sentit un frisson glacé lui traverser le torse.
Les paroles du vieil homme semblaient se faufiler dans une partie de son esprit qu'elle avait toujours gardée fermée, comme une pièce qu'elle n'avait jamais osé visiter. Elle ferma les yeux une seconde. Un flash, une porte entr'ouverte, un bureau plongé dans la pénombre, deux silhouettes, une voix grave murmurant un nom. Mais le souvenir s'évanouit aussitôt comme une image effacée par une vague. Elle rouvrit les yeux en haletant. J'ai vu quelque chose, mais c'est flou, comme un rêve. Le vieil homme hocha la tête lentement. Ce n'était pas un rêve, et ce que tu as vu n'était pas destiné à être vu par quelqu'un comme toi. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout maintenant. Prêts à quoi? Souffla Camille. Au lieu de répondre, il fouilla dans la poche intérieure de sa veste déchirée. Il en sortit une clé USB minuscule, noire, presque anodine. Il la tendit vers elle. Ce que tu as vu, je l'ai aussi vu. Ou plutôt, j'ai trouvé ce que tu cherchais avant même de te rappeler que tu le cherchais. Je t'ai observé, Camille, depuis le jour où ils t'ont mise dehors. Pas pour te suivre, mais pour te protéger. Camille recula d'un pas. Submergé. Pourquoi, toi, tu es un sans-abri? Pourquoi serais-tu impliqué là-dedans? Un sourire fatigué mais sincère apparut sur le visage de l'homme. Je n'ai pas toujours vécu dans la rue, tu sais. J'ai travaillé dans leur entreprise, il y a longtemps, trop longtemps, et moi aussi, j'ai entendu quelque chose que je n'aurais jamais dû entendre. La différence, c'est que je n'ai pas eu le courage de me battre. Alors j'ai fui. J'ai tout perdu, sauf ma conscience. Il posa la clé USB dans la main tremblante de Camille. Ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent garder enterré. C'est la vérité, la tienne, la leur, et celle de tous ceux qu'ils ont fait disparaître un jour ou l'autre. Un bruit sourd retentit soudain contre la porte. Les verrous vibrèrent, comme si une masse lourde venait de les frapper. Camille sursauta. Le vieil homme s'avança, les épaules tendues. « Ils savent que je t'ai retrouvé. Ils savent que je t'ai tout dit. On n'a plus beaucoup de temps. Un autre coup, plus violent. » Camille sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Le vieil homme la força à plonger son regard dans le sien. « Tu dois sortir d'ici. Et surtout, tu dois te souvenir. Parce que quand tu te souviendras, tu sauras pourquoi ils ont si peur de toi. » Un troisième coup fit trembler la pièce entière. La poignée commença à tourner lentement. Et pour la première fois, Camille comprit qu'elle n'était plus seulement une victime. Elle était devenue une menace. La poignée tournait lentement, comme si quelqu'un savourait le moment, étirant chaque seconde pour que Camille entende, ressente, suffoque. Le vieil homme fit signe à Camille de reculer, ses yeux soudain plus vifs, comme si une force ancienne le traversait. Il posa une chaise contre la porte, sachant très bien que cela ne tiendrait pas plus de quelques instants. Mais chaque seconde gagnée comptait désormais. Camille sentit son souffle devenir court, irrégulier, presque douloureux. Elle serrait la clé USB si fort que son ongle s'enfonçait dans sa paume. Elle ne pouvait pas la perdre. Elle ne pouvait pas laisser ces hommes mettre la main dessus. C'était plus qu'une preuve, c'était une arme, et peut-être la seule chose capable de la sauver. Un coup plus violent fit vibrer la porte. La chaise glissa de quelques centimètres. Le vieil homme se tourna vers elle avec une urgence nouvelle. « Écoute-moi attentivement, Camille. Tu vas sortir par l'arrière. Il y a un vieux passage qui mène à la voie ferrée. Ils ne connaissent pas cet endroit. Ils ne l'ont jamais utilisé. Tu dois courir sans te retourner. Tu entends? Sans te retourner. » Camille hocha la tête, mais l'angoisse lui serrait la gorge comme une main invisible. Elle ne voulait pas le laisser là. Pas maintenant. Pas alors qu'il venait enfin de lui donner les premières pièces du puzzle. « Et toi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Tu vas venir ?» Le vieil homme esquissa un sourire triste. « Quelqu'un doit les retenir. Ils ne peuvent pas te reprendre cette fois. Pas maintenant que tu as la vérité entre les mains. » Un autre coup, si fort que la lampe vibrante au-dessus d'eux vacilla, projetant des ombres déformées sur les murs.
L'instant ressemblait à un film d'horreur, sauf que cette fois, il n'y avait aucune caméra, juste la réalité brute, froide, implacable. « Va !» cria le vieil homme en la poussant vers une petite porte arrière camouflée derrière des caisses. « Je vais faire du bruit, attirer leur attention. Ils ne s'attendront pas à ce que tu partes par là. » Camille hésita une seconde de trop. Le visage de l'homme, creusé par des années de fatigue, comme frappé par la vie, semblait briller d'une résilience étrange. Une force qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle comprit alors que cet homme, que tout le monde ignorait, que le monde avait laissé tomber, devenait à cet instant le seul rempart entre elle et une disparition certaine. Elle ouvrit la petite porte. Un souffle d'air glacé s'engouffra dans la pièce. À l'autre côté, l'obscurité, un couloir étroit, l'odeur d'humidité, le sol inégal. Elle fit un pas, puis un autre. Derrière elle, le vieil homme inspira profondément. Et Camille, elle se retourna une dernière fois. Quand tu regarderas ce qu'il y a dans cette clé, tu comprendras pourquoi ils t'ont licencié. Et pourquoi ils ont tellement peur de toi. La porte principale vola presque en éclats. Une détonation sèche. Des hommes criant des ordres, les bruits de bottes envahissant le sol. Camille referma la porte arrière d'un geste tremblant, puis se mit à courir dans le couloir sombre. Ses pas résonnaient, rapides, saccadés, mêlés aux cris étouffés provenant de l'autre côté du mur. Elle ne voulait pas imaginer ce qui se passait. Elle ne voulait pas imaginer ce qu'il ferait au vieil homme s'il le trouvait. Le couloir déboulait sur un vieux escalier métallique. Camille le descendit à toute vitesse, manquant de glisser à 2 reprises. Une issue dérobée s'ouvrait devant elle, donnant sur une voie ferrée abandonnée. Le vent glacial lui fouetta le visage, mais elle ne ralentit pas. Elle courut à travers les rails rouillés, ses jambes brûlant, son cœur martelant sa poitrine. Le monde autour d'elle se transformait en une succession de flashs. Un lampadaire cassé, une clôture éventrée, un entrepôt au loin. Elle tentait de respirer, mais l'air gelé la déchirait. Et soudain, un bruit de moteur. Une voiture démarra brusquement quelque part derrière elle. Ils avaient trouvé la sortie. Ils savaient où elle allait. Camille accéléra encore, comme si chaque pas pouvait décider de sa survie. Et au milieu de cette fuite désespérée, une nouvelle pensée la frappa. Si ces hommes étaient prêts à tout pour la récupérer, alors ce qui se trouvait dans cette clé USB n'était pas seulement dangereux. C'était explosif. Quand Léa revint au bureau 2 jours plus tard, tout le monde s'écarta comme si elle transportait une tempête dans ses pas. Elle ne disait rien, mais son silence parlait pour elle. Fini, la jeune femme docile qu'on pouvait balayer de l'open space sans remords. Devant les ascenseurs, certains employés retenaient presque leur souffle, d'autres murmuraient des rumeurs qui se propageaient déjà comme une traînée de poudre. Elle est revenue, mais pas du même côté. Dans la salle de réunion vitrée, Marc tournait en rond. On aurait dit un loup enfermé dans une cage trop petite. Ses yeux trahissaient une peur mal contenue, un mélange de colère, de dépit et de panique pure. Il savait que quelque chose lui échappait, quelque chose d'énorme. Et pour la première fois, il n'avait aucun contrôle. Quand Léa entra, il tenta de se redresser, de sauver son image d'homme fort, mais sa voix se brisa légèrement. « J'ai appris que tu avais des investisseurs. Je veux comprendre ce que tu essaies de faire. » Elle posa son sac, cala une mèche derrière son oreille, puis s'assit lentement en face de lui, comme si tout dans cette pièce lui appartenait déjà. « Je ne essaie rien, Marc. J'agis. C'est ce que tu m'as toujours reproché de ne pas faire, non ?» Il déglutit. « Tu veux détruire la société? Me nuire ?» Elle esquissa un sourire froid. « Tu penses encore que tout tourne autour de toi? C'est fascinant. » Un silence pesant suivit. On entendait à peine le vrombissement des imprimantes au fond du couloir. « Je suis revenu pour une dernière chose, » ajouta-t-elle. « La vérité. » Marc se laissa tomber sur une chaise, comme si ses jambes avaient enfin avoué leur faiblesse. « La vérité sur quoi? Sur toi, sur ce que tu as fait, sur la manière dont tu as géré cette entreprise.
Sur les employés que tu as brisés pour masquer tes erreurs. Elle ouvrit un dossier. Des dizaines de pièces jointes imprimées. Des chiffres, des virements, des irrégularités. Marc pâlit. Comment tu as eu ça? Elle referma le dossier d'un geste calme. Je t'ai observé pendant des années. Tu pensais me rendre invisible, Marc? Tu as fait exactement le contraire. Il s'essuya le front. Tu ne peux pas faire ça. Pas à moi. Pas maintenant. Léa inspira profondément. Tu m'as licencié comme on jette un café froid. Sans explication. Sans reconnaissance. Sans une seconde d'humanité. Eh bien, ironiquement, le premier humain qui m'a tendu la main ce jour-là, c'est un sans-abri. Marc fronça les sourcils, perdu. Quoi? Oui, un homme que tu n'aurais même pas regardé. Il m'a aidé sans rien demander, alors que toi, qui avais tout, tu m'as humilié. Elle se leva. Je vais racheter la société, Marc. Tu le sais déjà, sinon tu ne serais pas aussi nerveux. Mais avant ça, tu vas répondre de tes actes, pas devant moi, devant le conseil. Son visage se décomposa. Léa, écoute, on peut trouver un arrangement. Il fallait y penser avant. Elle se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle ajouta « Tu as passé ta vie à croire que la force, c'était d'écraser les autres. Moi, j'ai découvert que la vraie force, c'est de se relever, même quand on te coupe les jambes. Et tu sais quoi? Les gens que tu méprises peuvent devenir les témoins les plus précieux de ta chute. » Elle referma la porte. L'instant d'après, Marc s'effondra sur la table, incapable de respirer correctement. Dans le couloir, les employés se tournèrent vers elle. Certains baissèrent les yeux. D'autres esquissèrent un sourire timide. Tous sentaient que quelque chose de colossal venait de commencer. Et Léa, elle pensa à l'homme dans la rue, à son manteau troué, à sa voix douce, à son geste simple, le premier fil d'une revanche tissée avec dignité. L'histoire n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait à tous ceux qu'on avait un jour tenté d'effacer. Le jour de la réunion décisive arriva comme un verdict. Le siège social semblait vibrer sous une énergie étrange, presque électrique. Les employés devinaient que quelque chose d'énorme allait se jouer derrière les portes du Grand Conseil, et chacun avançait prudemment, comme si le sol pouvait se fissurer d'un instant à l'autre. Léa était déjà là, droite, calme, vêtue d'un noir élégant qui contrastait avec la fébrilité qui flottait dans l'air. Elle saluait poliment ceux qui croisaient son regard, mais gardait ce mystère qui déstabilisait même les plus anciens cadres. On aurait dit qu'elle appartenait à un autre monde, un monde où elle n'était plus la petite employée maladroitement congédiée, mais une force en mouvement. Quand Marc entra, le silence fut instantané. Il avait perdu quelque chose de plus que du sommeil, son assurance. Il tenta un sourire diplomatique, mais personne ne le lui rendit vraiment. Les chaises se tirèrent, les dossiers s'ouvrirent, et chaque tic-tac de l'horloge semblait annoncer l'effondrement de quelque chose. Le président du conseil prit la parole. « Marc, des éléments préoccupants ont été portés à notre attention. Nous allons examiner tes décisions financières de ces dernières années. » Marc se tourna vers Léa, cherchant une étincelle de pitié. Elle ne lui offrit qu'un regard neutre, presque doux, mais où aucune faiblesse ne perçait. La discussion dura longtemps, trop longtemps. Les chiffres défilaient, les incohérences s'alignaient comme des preuves silencieuses. Marc se défendait mal. Il se noyait dans ses propres explications, dans ses propres choix, dans l'image qu'il avait cru pouvoir imposer au monde. Puis enfin, la phrase tomba. « Nous avons décidé de retirer Marc de ses fonctions. À partir d'aujourd'hui, la direction générale sera confiée à... » Un flottement. Le conseil consulta l'un des documents. La nouvelle propriétaire majoritaire de la société, Léa Morel. L'effet fut immédiat. Un souffle coupé, des yeux écarquillés, un murmure incrédule qui serpenta dans la salle comme une onde de choc. Marc, lui, resta immobile. Ses lèvres tremblaient. C'est une blague. Léa se leva lentement. Non, Marc, c'est juste la conséquence. Il secoua la tête, incapable d'encaisser la réalité. Tu n'avais rien du tout. Elle inspira profondément.
J'avais quelque chose que tu n'as jamais compris. Les autres, des gens qui m'ont aidé à me relever, certains riches, certains puissants, et un surtout que tu n'aurais jamais remarqué. Le conseil quitta la salle pour laisser le temps à chacun d'absorber la décision. Les employés attendaient dans le couloir, tendus, curieux, nerveux. Quand la porte s'ouvrit, ce fut comme si une ère entière venait de basculer. Léa s'avança, saluée timidement par des regards emplis de respect. Marc, lui, resta en arrière, petit, réduit, avalé par le silence de ceux qui l'avaient ignoré pendant des années. En sortant du bâtiment, Léa prit une grande bouffée d'air frais. Le soleil se couchait, teintant la ville d'un orange presque irréel. Elle marcha jusqu'à l'endroit exact où tout avait commencé. Le trottoir où le sans-abri lui avait donné sa veste ce jour-là. Il était là, assis sur la même couverture, un sourire fatigué mais sincère quand il l'a reconnue. « Vous avez l'air différente, dit-il doucement. Elle s'accroupit à son niveau. « Vous m'avez aidé un jour où personne ne m'a regardé. Vous avez créé une ligne droite dans un moment où tout s'écroulait. » Il haussa les épaules, humble. « C'est normal d'aider. » Elle lui tendit une enveloppe. « Ceci, c'est pour commencer à vous remercier. Un logement temporaire, des soins et un accompagnement pour trouver un emploi si vous le souhaitez. » Il resta pétrifié, incapable de parler. « Mais pourquoi? Pourquoi moi ?» Léa sourit, cette fois avec une chaleur vraie. « Parce que vous avez fait ce que personne d'autre n'a fait. Vous avez vu l'être humain, pas l'étiquette. » Il se mit à pleurer doucement. Elle posa une main sur son épaule. En s'éloignant, Léa sentit quelque chose se clore en elle. La douleur, l'humiliation, la peur, tout ça s'effaçait pour laisser place à une certitude. Oui, elle avait repris le pouvoir, mais ce pouvoir-là venait de sa capacité à transformer une chute en élévation et à ne jamais oublier ceux qui tendent la main dans l'ombre. La boucle était bouclée. Elle n'était plus la femme licenciée. Elle était celle qui se relève, qui reconstruit, qui surprend. Et surtout, celle qui n'oublie jamais d'où elle vient. Il y a des histoires qui ressemblent à des contes, mais qui naissent dans la poussière, le froid et la brutalité du réel. Celle de Léa n'est pas une revanche brillante sortie d'un film. C'est l'illustration brutale d'une vérité que beaucoup oublient. Les positions changent, les rôles s'inversent, les arrogants tombent, et parfois, ceux qu'on ignore deviennent les piliers de notre renaissance. Ce qui est arrivé ce jour-là, le licenciement, l'humiliation, la chute, était censé l'écraser. Pourtant, c'est précisément cette fissure qui a laissé entrer une lumière inattendue, un geste simple, presque invisible, offert par un homme que la société ne regarde plus. Un homme sans toit, sans statut, sans carte en main, mais avec quelque chose que beaucoup de dirigeants ont perdu. L'humanité. Cette histoire nous force à regarder différemment. Elle nous chuchote que la valeur d'une personne ne tient ni à sa fonction, ni à son costume, ni à son compte en banque. Elle nous rappelle que la dignité peut vivre dans un sourire fatigué, que la solidarité peut surgir d'un trottoir glacé, et que parfois, la bonté vient de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et peut-être que la plus grande leçon, ce n'est pas que Léa soit devenue patronne, ni qu'un homme puissant ait chuté de son piédestal. C'est que le véritable pouvoir, celui qui transforme, qui construit, qui relève, vient de la capacité de tendre la main, même quand personne ne nous regarde, même quand personne ne nous applaudit. Alors, avant de passer à la prochaine vidéo, pose-toi une question. Si demain tout s'écroulait, qui serait là pour te donner une veste? Et surtout, serais-tu capable d'être cette personne pour quelqu'un d'autre? Si cette histoire t'a touché, bouleversé, ou même fait réfléchir une seconde de plus que d'habitude, prends un moment pour soutenir la chaîne. Un simple like, un commentaire, une inscription, ce sont de petits gestes, mais ils construisent la suite de cette aventure et donnent vie à de nouvelles histoires comme celle-ci. Écris dans les commentaires. Je n'oublierai jamais ceux qui aident dans l'ombre. Je lirai chaque mot. On se retrouve dans la prochaine histoire. Et comme toujours, reste humain, même lorsque le monde te pousse à l'oublier.